Vous recherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedjromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Paracourt sur le numéro 52 46 12 12. Aboumé-Calavi au numéro 52 88 44 44. Akpaka au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence a un nom. Dimanche 24 novembre 2024, amis internautes, bonjour et bienvenue sur ESAE TV. Il est 8h, c'est l'heure de l'invité. Ce matin, nous recevons pour vous, Actualité oblige, un cadre de l'opposition, une figure emblématique de la politique béninoise. Il s'agit de M. Eugène Azatassou. Il est le coordonnateur du cadre de concertation de l'opposition. Il est avec nous sur ce plateau. Monsieur Azatassou, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Bonjour, madame. Bonjour, monsieur Azatassou. Bonjour sur le plateau. Bonjour à nos téléspectateurs. Bonjour à vous. Je suis avec Nasrine Fatoumi pour cet exercice. Une fois encore, Nasrine, bonjour. Bonjour, Kaleski Thomas. Comment tu vas? Ça va très bien. Rendons grâce. C'est l'occasion de prendre les nouvelles de la coalition, du cadre de concertation de l'opposition. Merci. Le cadre de concertation de l'opposition est mis sur pied, ça fait quelque chose comme 15 jours. Oui. Par là. Bon, nous sommes en train de nous concerter, comme l'indique le nom du cadre. Oui. Je n'ai d'ailleurs pas compris pourquoi ce cadre a soulevé autant de tollés, notamment du point de vue du côté de la mouvance, comme si se concerter était devenu un péché dans ce pays. Donc, si on vous comprend bien, c'est pour se concerter, vous avez créé ce cadre. C'est d'abord, comme le nom l'indique, c'est un cadre de concertation. C'est d'abord pour se concerter. Et quand on se concerte à deux, c'est plus facile. Il suffit de s'appeler, de se parler, d'aller s'asseoir quelque part et de se parler. Bon. Mais quand vous êtes 3, 4, 5, se concerter a besoin d'être organisé. Et c'est bien entendu ce que nous faisons à travers ce cadre qui a été mis en place. C'est comme si, dans ce pays, évidemment, on a demandé depuis longtemps des assises, on a demandé que l'on s'asseye, que l'on se parle et que l'on se concerte sur le grand problème de la nation. Et ça a toujours été un péché. Donc, quand on voit l'opposition se mettre en place un cadre de concertation, alors c'est l'indignation, c'est... Non, mais c'est pas trop tôt non plus. Bon, ce n'est pas la première fois que nous avons mis en place un cadre. Et puis nous avons notre agenda. Vous comprenez, si on l'avait mis sur pied à n'importe quel moment, le problème se serait toujours posé. On aurait dit, voilà, il y en a qui ont dit c'est illégal, c'est machin. Bon, voilà. Donc, non. Le cadre de concertation va bien. Nous sommes en train de travailler dans le cadre sur les objectifs de ce cadre. Voilà. Ok, monsieur le coordonnateur, je l'ai dit à l'entame que vous êtes une figure emblématique de la politique au Bénin. Vous avez déjà dirigé des coalitions. Vous avez été quand même au premier plan d'actualité pendant longtemps. Aujourd'hui, vous êtes le coordonnateur d'un cadre, mais il se fait que de ce cadre-là, votre ancienne famille politique est exclue, entre griffes. Vous avez dit mon ancienne famille politique. Vous voulez parler de la FCB, de la Force Cori pour le Bénin émergent. Tout à fait. Non, de ce cadre, personne n'est exclu. Il se fait que peut-être que ce n'est pas encore totalement mûr pour que, compte tenu de notre passé récent, compte tenu des problèmes que nous avons eus, ce n'est peut-être pas encore totalement mûr pour que, à la création du cadre, tout le monde s'y retrouve. Mais je suis persuadé que l'intérêt du Bénin commandant, l'intérêt du peuple béninois commandant,
c'est clair que nous nous retrouverons. C'est pour ça que nous avons dit que le cadre est ouvert à tous. Donc, ouvert à tous, ouvert même éventuellement à des pans de la mouvance présidentielle qui considéreraient aujourd'hui que ce qu'ils ont soutenu jusque-là ne valait pas la peine d'être soutenu et qu'il faut le combattre. Nous sommes prêts à nous concerter avec eux. Voilà. Donc, dans les tout prochains jours, espérons que la FCBE rejoigne le cadre de concertation de l'opposition. Bon, je ne sais pas quel est votre... comment vous dites dans les tout prochains jours. On espère que la FCBE et que les autres partis et mouvements de l'opposition rejoindront le cadre et que le combat sera meilleur, sera plus affiné. Non, monsieur le coordonnateur, nous allons y travailler. Monsieur le coordonnateur, moi je suis très curieux. Voilà, vous espérez que les autres vont venir, même un pan de la mouvance vous rejoindra. Mais je crois que c'est cyclique au Bénin. Quand un pouvoir vient, tout le monde s'agglutine autour du pouvoir. Et quand le pouvoir tend vers sa fin, tout le monde s'en va. Donc, est-ce que le projet, c'est que tout le monde laisse encore les dirigeants actuels pour aller faire front, pour le faire partir, faire venir quelqu'un de quelque part, comme on a l'habitude de le faire? Bon, cette question, vous me la posez à moi, qui suis resté sur ma posture depuis 2016. Donc, Quelle a été moi... votre Non, mais vos amis de 2016 sont devenus vos ennemis et d'autres sont redevenus vos amis en fin de mandat. Oui. Et vous espérez que plusieurs reviendront encore. Oui, je pense que moi, le pouvoir qui est en place depuis 2016 est un pouvoir qui a détruit, pour moi, tout l'édifice démocratique monté jusqu'ici dans notre pays. C'est vous qui le dites. C'est moi qui le dis et je l'assume. Et je peux le démontrer. Je peux vous donner des éléments pour ça. Maintenant, est-ce qu'on peut comprendre par là que le pouvoir qui a précédé avait déjà donné toutes les garanties démocratiques au Bénin, qui a eu des avancées? Le pouvoir qui a précédé a mis ses pas exactement dans les pas de tous ceux qui l'ont précédé depuis 1991, 1990. Non, on n'en a rien tiré. Vous comprenez? On n'en a rien tiré. Non, on a tiré des élections libres, transparentes et équitables qui ont permis à un monsieur qui était exilé de revenir au pays et de prendre le pouvoir, d'accéder, de faire campagne tout simplement et de prendre le pouvoir. Personne n'a été exclu. Ça, c'est déjà important. Et c'est l'un des objectifs primordiaux du cadre. C'est-à-dire que nous voulons que dans notre pays, on retourne à des élections libres, équitables, transparentes, à des élections sans exclusion et donc à des élections sans violence. Or, depuis 2019, la première élection de l'ère de la rupture, on a toujours eu des contestations, des morts, morts par balle, des exils, des emprisonnements. Et les emprisonnements continuent à tour de bras. C'est comme si tout le pays bientôt va être emprisonné. Je ne le souhaite pas. Nous le souhaitons pas non plus. Sur ce pas-là, c'est ce qu'on peut craindre. Par conséquent, moi, c'est comme ça que je caractérise ce pouvoir. Par conséquent, quelqu'un qui a soutenu ce pouvoir peut, en observant ce qui se passe, en observant la façon dont c'est géré, peut se dire comment j'ai pu soutenir ça. Et s'il se dit ça et qu'il retourne, moi je suis prêt à mener le combat avec lui, à ses côtés, et qu'ensemble on arrive à remettre la démocratie sur la... Moi, je suis béninois et j'ai vécu beaucoup d'élections au Bénin. Et les élections n'ont pas toujours été aussi clean que vous le dites. Moi, j'ai vécu les communales au Bénin en 2015. Je sais ce que j'ai vu. C'est que c'est vrai qu'en ville, à Cotonou et tout, on vote de façon responsable. Mais j'ai vu des enfants, des tout petits faire les rangs pour voter. Moi, en tant que journaliste, j'ai voulu filmer. Je ne pouvais pas. J'ai été menacé. Et tout ça, là, c'était avant 2016. Et je sais que ce n'est pas en 2016 que nos élections, nous-mêmes, là, est-ce que les Béninois, quand ils vont aux élections, ils votent vraiment pour le développement? On vote pour qui? Aujourd'hui, nous condamnons, vous venez de caricaturer le pouvoir qui est en place, mais quand on va sur le terrain, quand on observe le Bénin, il y a quand même à dire que quelque chose s'est fait de bien au Bénin. Et nous, est-ce que c'est les gens qui sont là ou bien c'est les acquis que nous voulons pour notre pays?
S'il vous plaît, vous avez posé plusieurs questions en une. Oui. Vous avez dit que les élections n'ont jamais été clean. J'ai demandé si elles ont toujours été aussi clean que vous le dites. Je pense que il est possible que lors des élections précédentes, qu'il y ait eu des choses et d'autres pas clean qui se soient faites. Parce que le Bénin, il n'y a pas d'homme nouveau en réalité. Vous avez dit que tous ceux qui étaient avec nous sont maintenant là-bas. C'est peut-être eux qui aident là-bas à faire ça. La question c'est... Ça veut dire que ça a été fait d'abord de votre côté. Je ne sais pas. Mais la question c'est, est-ce que comme ça a été toujours fait, et comme c'est fait en grand maintenant, parce que vous avez vu quand même un député qui a dit que lui seul a voté dans 12 carnets. Vous êtes journaliste, vous avez suivi ça. Un député en exercice à l'époque. Ça reste à prouver, parce que nous ne colportons pas des rumeurs. Bon, c'était dit comme ça directement sur les réseaux sociaux, vous avez vu ça. Et rien ne lui est arrivé. Il n'y a personne qui lui ait demandé des comptes. Vous comprenez? C'est ça le plus important. Le plus important, c'est pas qu'il ait fait ça, qu'il ait dit qu'il l'ait fait, mais c'est que personne ne lui a demandé des comptes. Au contraire. Mais vous étiez en posture quand même au moment où il fallait décorer ses collègues députés, ça n'a pas été une raison pour qu'on ne le décore pas lui. On l'a décoré avec les autres. Ça veut dire que bon, ça là, c'est rien du tout. Alors, quand c'est comme ça, la question qui se pose, c'est est-ce qu'on s'assoit dedans et on ne bouge pas? Est-ce qu'on va continuer de cette manière-là? Est-ce qu'on va continuer à gérer de notre pays, à gérer nos élections? Non. La véritable démocratie, c'est lorsque l'expression du peuple, c'est ça qui effectivement est mis en avant, c'est ça qui est proclamé gagnant. L'expression du peuple, c'est ça qui est proclamé gagnant. C'est ça la véritable démocratie et c'est à ça qu'il faut qu'on retourne. Je ne dis pas que le peuple ne se trompe pas. D'accord. Je ne dis pas ça. Je ne dis pas que le et peuple... les politiques ont toujours je ne dis pas que lorsque le peuple vote, que c'est toujours conscient des enjeux de développement. Je ne dis pas ça. Mais je dis, si le peuple exprime, il faut que ce soit l'expression là qui soit dégagée. Pourquoi est-ce que c'est important? Même quand le peuple se trompe et qu'il vit cette erreur, si la démocratie est maintenue, il a la latitude de corriger après. Mais quand il s'est trompé et que maintenant on obstrue les voies démocratiques pour dire non, tu ne sors pas de là, ça là, c'est ça que nous combattons. Vous comprenez? C'est ça que nous combattons. Ça permet au peuple de choisir quand même. Oui, bon, mais c'est dévoyé. Souvent, c'est dévoyé. Là, maintenant, toutes ces élections-là, vous avez vu que, bon, on a fait une loi, c'était en 2020. C'est l'élection la plus pacifique qu'on a eue depuis 2019. C'était en 2020. Mais on a commencé à élire les maires et puis, patatras, on retourne à l'Assemblée, on change la loi et on revient. C'est ça la volonté du peuple. Le peuple, en élisant ses conseillers, était dans une certaine disposition. Et dit, c'est celui-là qui sera notre maire. Mais patatras, donc si on comprend, il y a une sorte de pression qui est faite sur la population. Il y a plus qu'une pression. Il y a plus qu'une pression. On prend cette disposition pour que le vote soit volé. C'est le mot que je vais utiliser. Mais vous pouvez pas que ça soit dévoyé. Je ne peux pas prouver. J'ai vécu... Je n'étais pas mineur en 2019. Non, bon, d'accord. Bon, j'ai vécu ça. Et vous non plus, d'ailleurs. Non, vous non plus. Nous avons vécu les élections, Madame non comme plus. tout le monde. Vous avez vécu tout comme tout le monde. Oui. Vous avez vécu les élections de 2021. Également. Voilà. Vous avez vécu le fait que, bon, à chaque fois que quelqu'un prend du poil de la bête et dit « Je veux être président de la République », patatras, on l'enferme. Vous avez vécu ça aussi. Non, mais l'histoire politique africaine est de ce genre de choses. On pose toujours des intentions aux gens parce que nous n'avons pas observé pour savoir exactement comment ça se passe. Ah oui, d'accord. Mais quand on observe dans tous les pays africains... Des juridictions internationales auxquelles nous avons adhéré, on conclut que ces gens-là ne devraient pas être en prison, que c'est pas bien de les avoir enfermés. On en fait la sourde oreille.
Vous comprenez? Non, mais... C'est comme disait le candidat face à Lionel Zinsou, c'est comme si on était devenu un État voyou. De ce point de vue-là. Alors, voilà. Monsieur Azata, on parle d'élection générale, on parle du cadre de concertation. Que peut-on retenir de votre rencontre avec le ministre de la Justice la dernière fois, c'est-à-dire le lundi 18 novembre dernier? Voilà, d'accord. Merci beaucoup. Et le cadre de concertation, vous savez que à une visite, à une rencontre avec le président de la République, une délégation des démocrates avait posé le problème, entre autres, de la liste électorale. Et le président de la République avait dit, tout le monde a entendu, que qu'il était d'accord que la liste soit auditée. Je pense bien ça, c'était bien avant la création du cadre. Oui. C'était avant la création du cadre, bien entendu. Situons les faits. Voilà, donc c'était avant la création du cadre. Donc, et que il fallait que le parti, les démocrates, prennent des dispositions pour que cette liste soit auditée. Bon, à partir de là, nous avons, au niveau du parti, les démocrates, commis les techniciens pour élaborer, pour étudier le problème, élaborer des termes de référence, des TDR. Bon, mais nous sommes fidèles à l'orientation que nous sommes donnés d'avoir de la considération de rester fidèles, j'excuse la répétition, à l'orientation donnée par la conférence nationale sur la question du consensus. La liste électorale est un maillon essentiel du processus électoral. Et comme nous avons toujours réclamé, il n'était pas possible qu'une seule partie s'occupe de ce maillon important, ou des autres, et même des autres maillons. C'est ça que nous avons toujours dénoncé, du processus électoral. Nous ne pouvions pas, en ce moment-là, si nous restions fidèles à notre discours, à notre souhait, à notre revendication, ne pouvions pas, nous seuls, porter cet audit. C'est pour ça que nous avons posé le problème au sein des partis de l'opposition. Ça a été un des objectifs du cadre de concertation. Et maintenant, c'est l'opposition qui a pris le dossier et qui a amélioré, qui a déposé les termes de référence au président de la République. Nous avons fait ça pour voir si les choses n'ont pas évolué entre-temps. Les choses évoluent très vite dans ce pays, dans le sens du mal. Bon, je m'excuse, mais nous avons constaté et une demande d'audience a été déposée au président de la République. Ça, en tout cas, le document, les termes de référence ont été déposés au président de la République. Le président de la République, on a constaté qu'il est resté dans les mêmes dispositions. Donc, il a affecté le dossier au ministre de la Justice, qui a rencontré nos représentants, c'est-à-dire les représentants en fait du cadre, puisqu'il y avait le LD, il y avait les autres chefs de parti. Oui, oui. Et nous avons fait le constat que après cet entretien, que le gouvernement était resté dans les mêmes dispositions de favoriser, de permettre l'audit du fichier électoral. Donc nous avons convenu au sein du cadre qu'il faut maintenant que nous allions plus loin. Parce que quand nous avons dit qu'il fallait que tout ce qui fait au niveau du processus électoral soit consensuel, nous sommes restés dedans. Donc c'est maintenant que nous avons saisi les partis de la mouvance pour discuter de ce problème. Nous ne l'avons pas encore fait. Et si ça se passe bien, nous comptons ensemble maintenant, et ensemble aller vers le gouvernement pour dire, bon voilà, nous sommes là, nous sommes prêts. Nous avons proposé au niveau de cette TDR qu'il y ait un comité politique qui suive. Bon, il y a des techniciens qui vont faire l'audit, mais qu'il y a un comité politique. Comme il y avait eu le COS, les puis. Exactement. Vous voyez que on est
Jusqu'en 2016, on est resté dans l'esprit de la conférence nationale. C'est-à-dire que tout le monde est là. À chaque maillon du processus électoral, tout le monde est présent. Et tout le monde regarde. Et tout le monde, si c'est comme ça, même si vous êtes battu à la régulière et que vous avez regardé, il n'y a pas de problème. Et vous avez constaté que les élections ont été apaisées jusque-là. C'est quand on bloque, quand c'est soit seul ou personne, que en général ça enclenche des... Et c'est pour ça que maintenant nous allons proposer au parti de la mouvance qu'on porte ensemble ce dossier et que ce comité soit composé de façon paritaire avec même la société civile y compris pour que on puisse regarder concrètement comment se fait cet audit. Voilà. Mais M. Azatassou, nous savons que la liste électorale a toujours posé problème au Bénin. À la veille de chaque élection, on prend de nouvelles dispositions. On dit qu'il faut la clarté. L'opposition est toujours montée au créneau pour réclamer ci et ça. Mais depuis, nous ne sommes pas encore sortis de l'auberge. Dans la mesure où aujourd'hui, nous revenons pour le même problème. Nous avons vu faire la lépine, les gens étaient en prison. Mais déjà, tout est faussé depuis l'état civil. C'est que c'est le manque de sérieux. Est-ce que les politiques même, ils veulent que ça se passe bien? Si les politiques se passaient bien, les dispositions auraient été prises depuis le cadre juridique pour l'enregistrement des naissances, on n'aurait pas ce problème. Mais si, après avoir fait tout ça avec les LEPI, aujourd'hui, il y a le RAVIP, normalement, ces problèmes sont en train d'être réglés. Pourquoi est-ce qu'on a aussi peur? Est-ce que ça ne cache pas le fait que les politiques, eux-mêmes, ont conscience qu'à chaque instant, eux-mêmes, ils l'ont manipulé? Ils ont manipulé la liste électorale. Vous savez, nous ne nous sommes pas portés vers le président de la République sur du vide. Nous nous sommes portés sur du concret. Les dernières élections de 2023, vous savez que des gens ont été envoyés à des dizaines de kilomètres de là où ils doivent voter habituellement. Vous comprenez? Oui. Le RAVIP, ce n'est pas la classe politique qui l'a fait, c'est le pouvoir, c'est l'État central, et c'est fait actuellement par une structure accolée à la présidence de la République. Vous comprenez? Et c'est de là que sera extrait le fichier électoral. C'est de là que sera extrait le fichier électoral. Bon, si vous dites que les listes électorales ont toujours posé des problèmes, est-ce que ça veut dire qu'il faut cesser de tenter d'améliorer, de tenter qu'elles soient consensuelles, de tenter de faire en sorte que ce soit les vrais électeurs qui soient inscrits? Est-ce que ça veut dire ça? Non, je voudrais dire. Est-ce que ça veut dire que ce n'est pas un jeu politique sur la base des constats que nous avons faits, des défauts de la liste de 2023, la liste qui a servi aux élections de 2023, sur cette base-là, demander de faire des corrections? Est-ce que c'est un péché? Non, mais pourquoi les corrections ne sont pas faites à la base depuis pour qu'on ne soit mais c'est pas nous là revenir? Non, mais avant, il y a eu avant ça. S'il vous plaît. Il y a eu des élections avant ça. Les listes n'ont jamais été créées. Si vous voulez, vous et moi, on va faire un cas de concertation, journaliste. Je suis d'accord. Je suis d'accord. On ira demander au président de la République pourquoi est-ce que ces choses-là se font de cette manière, se sont faites de cette manière. Oui, mais M. Azatassou, quelle garantie avez-vous que la relecture du code ira dans le sens qu'a voulu le cadre? Bon, si ceux qui ont à charge la gestion du pays ont à cœur de faire en sorte que tous les processus électoraux soient équitables, transparents, que ça soit, même si ça n'a pas été le cas avant, bon, ils doivent se dire que c'est... Maintenant? Ils doivent se dire que c'est nécessaire pour la paix. Vous comprenez? Oui. Ce n'est pas les partis de l'opposition seulement qui en parlent. Vous avez suivi le clergé, vous avez suivi l'Église catholique qui a fait des... Bon, vous avez suivi la société civile qui a pris des positions par rapport à ce code. Bon, ce n'est pas nous seuls. Si tout ce monde en parle, y compris nous-mêmes, est-ce que ça veut dire que tout ce monde est fantaisiste?
Est-ce que ça veut dire que tout ce monde mais on ne dit comprend pas que rien? vous jouez à la fantaisie. Non, bon, donc, si quelqu'un voit tout ça et pense que non, il faut quand même maintenir le code comme ça veut dire que celui-là, il aura choisi des conséquences qui vont arriver et des conséquences que personne ne souhaite. Carrément. Ah oui, c'est comme ça. Il aura choisi que les élections soient non équitables, soient non transparentes et que donc des gens se sentent frustrés. Et quand les gens sont frustrés, moi j'ai toujours soutenu sur tous les plateaux et partout que ce qui crée les explosions sociales, c'est l'injustice qui est faite. C'est les frustrations qui sont accumulées. C'est ça qui crée les explosions sociales. Ce n'est pas... Donc, ce que nous disons là, nous, c'est pour que les élections soient apaisées. Ce n'est pas forcément pour qu'on gagne. Hein. Non, c'est pour que les élections soient libres et apaisées, transparentes. Mais si quelqu'un voit que lui n'a pas intérêt à ça, et qu'il a intérêt pour s'agripper au pouvoir, lui, il a intérêt à ce que... Nous avons toujours prêté cette intention à nos dirigeants. Tous les dirigeants qui sont partis en fin de mandat, plusieurs étaient là pour dire non, qu'ils ne veulent pas partir, trouver des arguments pour justifier le fait qu'ils ne veulent pas partir. Mais je voudrais poser une question. Oui. À l'état actuel, là, est-ce que l'opposition béninoise est capable, si on lui donne le pouvoir, de gérer le pouvoir de concert? Je pose une question. Oui. Parce que quand j'observe un peu dedans, est-ce que cette opposition est capable de gérer le pouvoir de concert? Ce qui est important dans la gestion du pouvoir, ce n'est pas tellement qui prend, c'est quelle orientation on donne à la gestion du pouvoir. Et cette orientation, c'est ça qui rallie tout le monde. Si l'opposition quelle est-elle actuellement? L'orientation de l'opposition béninoise, quelle est-elle aujourd'hui? C'est une gestion du pouvoir telle que la démocratie, les libertés soient privilégiées, soient exactement de mise. C'est pour que chacun a sa vision, c'est vrai, mais pour que toutes les visions s'affrontent, soient présentées au peuple et que le peuple soit capable de choisir la vision qui l'intéresse le moment venu. C'est ça. C'est pour ça que nous combattons. Mais en dehors de ça, bon, évidemment, nous avons nos points de vue sur chaque pan de la gestion du pouvoir. Nous avons nos points de vue sur chaque pan de la gestion du pouvoir. Mais le plus important aujourd'hui, c'est de faire en sorte que que le peuple, c'est-à-dire que nous tous, nous présentions devant le peuple, que nous puissions parler librement, qu'on n'enferme pas quelqu'un parce qu'il a parlé. Non, mais je voudrais... Je sais pas. Oui, donc, à partir de ce moment, lorsque nous nous présentons tous, que le peuple choisisse. J'ai dit, il peut se tromper. Oui. J'ai dit, il peut aussi faire bien. Mais même s'il se trompe, avec ce modèle-là, ce système-là, il a l'attitude d'apprécier et de corriger après. Non, mais vous comprenez? À partir de ce moment, quand c'est comme ça, le plus important, c'est ça. Bon. C'est ça qu'on veut restaurer. D'accord. Donc, on veut que celui qui veut puisse accéder au pouvoir. Celui qui veut et qui est choisi vraiment par le peuple béninois. Non, mais le Bénin a besoin quand même de bien se porter. Le Bénin a besoin de se développer. Oui. Mais il faut, si les gens ne sont pas vraiment organisés à des programmes précis, est-ce que le Bénin peut aller loin? Parce que moi, je tous suis pas, nous avons des programmes précis. Je suis d'accord. Non, j'ai toujours entendu ça. C'est pas mes premières élections. J'ai fait plusieurs élections. J'ai vu les partis politiques ici au Bénin. Il y a beaucoup de choses qui se disent, mais rien n'est concret. Mais moi, non, rien n'est concret. Mais j'ai pu quand même observer que depuis 2016, malgré qu'on décrit la politique et tout, il y a beaucoup plus de concret. Est-ce que... Bon, je vais vous parler des concrets de 2016. Je vais dire, il y a beaucoup plus de concret. Je vais vous parler des concrets. Est-ce qu'il ne faut pas surfer sur ça pour essayer de construire quelque chose? Parce que je pense que si on n'est pas dans une politique de dénonciation et qu'on surfe sur ce qui est là, forcément tout le monde y viendra. Si aujourd'hui tout le monde n'est pas encore avec l'opposition, ça veut dire que l'opposition même, est-ce qu'elle prend le problème du développement du Bénin du bon côté? C'est-à-dire que... À part le fait de vouloir accéder au pouvoir. Je vais vous dire, parce que j'ai beaucoup entendu ça. Oui. Les pouvoirs dictatoriaux sont forts en propagande. Je vais vous dire ce qu'on appelle du concret là, ce que c'est.
Vous comprenez? Oui. Je vais vous dire. Moi, M. Guédou a parlé sur votre plateau. Oui, tout à fait. Fois, oui. Il a dit que c'est une question de balance. Oui. Il a dit que c'est une question de balance. Oui. Je suis totalement d'accord avec lui. Mais je vais ajouter ceci. Oui. C'est une question d'orientation. Vous comprenez? Je vais vous donner quelques exemples. Je suis d'accord. Vous prenez la présidence de la République. Oui. C'est beau, c'est très joli. Il y a de très belles fleurs quand vous entrez. Le président Biya Iboni a dit que lui-même ne reconnaissait plus le cadre. Il a trouvé ça beau. Oui. C'est très beau. Bon. Mais toutes les fleurs qui ont été plantées là, en tout cas la grande majorité des fleurs ont été importées. Avez-vous les preuves? Ça a été dit comme ça. Est-ce que quelqu'un peut me dire que les fleurs là n'ont pas été, les palmiers royaux, tout ça n'ont pas été importés? Or, on peut faire du beau avec nos fleurs, non? Si, même si on n'en a pas sous la main et qu'on ne sait pas, on s'adresse aux scientifiques. Il y en a qui étudient, qui répertorient, qui peuvent croiser ces fleurs. Tout à fait. Ça aurait permis de développer notre recherche. On peut faire des fleurs. Par exemple, c'est les cocotiers qui ont été plantés là, quand on a déguerpi les gens de la plage là. J'ai entendu dire... Donc vous n'en avez pas les preuves. Je ne suis pas allé acheter les cocotiers. Ok. Que ces cocotiers ont été importés de Côte d'Ivoire. On ne peut pas rassembler les jeunes, leur faire des pépinières et au moins ça fait quelques jours de travail. Et leur prendre ça et planter, on est parti, on est obligé d'acheter. Alors, vous voyez que c'est beau, mais ça porte la marque de l'orientation. Et l'orientation, c'est quoi? Le mépris pour le peuple béninois. Le mépris pour le peuple béninois. Je me demande même comment ces gens se sont résolus à diriger le Bénin. Les hommes sont mauvais. Les hommes sont mauvais. On a un désert de compétences. On importe des cadres. Les plantes sont mauvaises. Monsieur Azata. Les cailloux sont mauvais. Je suis béninois. Attendez, s'il vous plaît. Je suis béninois. On a acheté des cailloux de Norvège. Ou bien, donc, les cailloux même sont mauvais. Alors, il reste quoi dans le pays pour qu'ils aient accepté de diriger le Bénin? Donc, ça, le beau là, porte la marque de l'orientation. Vous comprenez? Non, je donne un autre exemple. On ne peut pas se limiter à ça. Je ne me limite pas à ça. Oui, mais il faut observer quand même que depuis un moment, il y a une politique qui est mise en place quand même pour que les jeunes soient déployés. Il y a beaucoup d'azole, il y a beaucoup de projets aujourd'hui qui permettent quand même de donner plus de capacité aux jeunes de pouvoir... Azoli a complété ça déjà. Attendez, le déficit. Quand on a fermé toutes ces sociétés, on a renvoyé les gens chez eux. Azoli a déjà complété la fermeture d'une entreprise répond forcément à un besoin économique. Un besoin économique et non à une fantaisie. Je vais vous parler d'un autre beau. C'est beau, c'est scintillant, c'est brillant, c'est beau. La GDIZ. Le président Soglo est parti, il a dit c'est beau, c'est vrai, et c'est beau, c'est vrai. C'est vrai. Mais la GDIZ, les entreprises appartiennent à qui? Pourquoi est-ce qu'on est obligé d'obliger nos paysans à vendre à vil prix leurs produits à la GDIZ? Et pourquoi est-ce qu'eux, ils ne sont pas obligés de vendre leurs produits ici à vil prix pour qu'au moins le paysan sache que c'est le peuple béninois que j'entretiens en faisant mon déficit? Donc, pourquoi est-ce qu'ils sont obligés d'aller, ils peuvent aller vendre en Chine, aux États-Unis, en France? Il y a des avantages à ce que des entreprises produisent chez nous. Forcément, ça fait des entrées pour notre pays. Oui, bon, laissez tomber. Et c'est même pour ces raisons que généralement on favorise l'arrivée d'entreprises étrangères dans un pays. Comment ils sont exemptés d'impôts? Comment ils sont exemptés de douane? Voilà des entreprises exemptées d'impôts, exemptées de douane, qui achètent les matières premières à vil prix et qui peuvent aller vendre leurs produits finis dans les pays où c'est cher. Non, mais forcément, si le Bénin le permet, c'est que le Bénin il gagne quelque chose. Ça, c'est clair. S'il vous plaît. On ne peut pas. S'il vous plaît. Le Bénin ne peut pas se dénier. Quand c'est comme ça, oui. Le beau là,
Oui. Voilà ce à quoi ça sert. Vous comprenez? C'est-à-dire que la politique, l'orientation de ce pouvoir comporte un aspect. On vous en met plein la vue. Si on voit les choses négatives dans un pays, on peut travailler à l'améliorer. Et je pense que c'est le travail de l'opposition. Il ne faut pas travailler à améliorer. Je pense que le rôle de l'opposition. Il faut faire la rupture, c'est ça qu'ils ont dit. Je pense que l'État n'est pas une continuité chez eux. Au Bénin, on a toujours dit. C'est une rupture. On a toujours dit. Bon, attendez. La Renaissance, on a eu la Renaissance. Non, on a toujours tout fait, on a tout repris. Je n'ai pas fini. Vous comprenez? Donc, on vous en met plein la vue, c'est scintillant, c'est brillant, et ça vous met même dans la difficulté de réfléchir pour voir qu'est-ce qu'il y a dessous. Et puis on entoure ça d'opacité totale. Et c'est dans leur propre propagande que des coins de voile sont levés. Et quand ces coins sont levés, vous constatez avec horreur qu'en réalité le beau, c'est sujet à leur orientation de pouvoir, à leur vision du pouvoir. Je vais vous donner un troisième et dernier exemple. Avant qu'on y aille, je vais vous donner un troisième et dernier exemple. Je vais vous permettre de le dire. Mais avant d'y aller, nous savons tous qu'il y a forcément un prix à payer si on veut améliorer les choses. Et donc, le prix à payer, qui paye ça? Nous, on paye et les autres se remplissent les poches, c'est ça? Non. Nous sommes dans un pays, on ne va pas dire au pays de dormir un moment. Non, il faut forcément qu'on accède à quelque chose. On ne dort pas. Non, j'ai dit. C'est en réponse à ce que vous dites. Je dis qu'on ne va pas dire aux gens de dormir. Mais il faudrait quand même passer d'un palier à un autre en accompagnant les Béninois à entrer dans la danse. Je vais vous donner le troisième exemple compte tenu du temps. Allez-y. Quand on a investi les 13 milliards au stade général Mathieu Kérékou, Kounou, là, quand on a fini d'investir les 13 milliards, là, je vous pose la question. C'était beau, oui ou non? C'était scintillant, c'était brillant, oui ou non? Vous avez vu les photos? Vous avez vu, c'était très beau. Je suis un habitué du stade de l'amitié. Ah, d'accord, très bien. Donc, vous avez vu, c'était beau, non? Oui, c'était très beau. Bon, mais à côté de ce beau, on va jouer nos matchs ailleurs. Non, il faut qu'on soit dans le bon contexte. Non. On va jouer nos matchs ailleurs. C'est ça le pouvoir. Non, monsieur, c'est ça le pouvoir de la rupture. Sur la question, nous savons que le stade de l'amitié, ces problèmes ne datent pas de maintenant. Il y a eu beaucoup de problèmes. Bon. Je suis un habitué du stade et j'ai vu tout ce qui s'est passé après. Même avant 2016, il y a eu des rénovations à Grand Frère Stade de l'Amitié. Oui. Mais j'ai vu que les choix n'ont jamais été bons. Parce que après tous ces investissements, je dis bien avant 2016, on a mis des milliards rien que pour mettre des chaises et tout, je sais très bien, mais tout ça, ça n'a pas porté. Ça veut dire simplement qu'il y a des gens, des Béninois qui ont choisi de ne pas bien faire. Bon. Et donc, je crois que ces Béninois ne sont pas tous morts. Non, ils ne sont pas morts. Ils sont aussi au pouvoir de la rupture. C'est pour ça que les 13 milliards n'ont rien donné. Justement, ce que vous dites, c'est parce que c'est les mêmes. Non, c'est les mêmes qui étaient avec le pouvoir d'hier, qui ont mal fait, qui aujourd'hui côtoient encore ce pouvoir pour mal faire. Et ce que moi je peux dire, c'est comme si aujourd'hui, il faut encore les remettre ensemble pour commencer la même chose. On n'a pas dit ça. Bien sûr. On va remettre qui ensemble? Bon, parce que depuis le président Kérékou, tout le monde s'était mis ensemble avec lui, mais vers la fin de son pouvoir, tout le monde l'a délaissé, tout le monde s'est mis avec quelqu'un, et tout le monde a chanté, mais vers la fin, tout le monde s'est encore mis pour combattre. Jusqu'à ce qu'on en soit là aujourd'hui. Oui. Et pourquoi est-ce qu'on ne trouve pas la formule pour arrêter ce cycle? En tant que politique, quand vous voulez qu'on décapite tout ce monde et on n'a jamais dit ça. Non, pas décapiter. Bon, mais comment on va faire? Pourquoi? Non, mais aujourd'hui, on peut perdre l'opposition. Mais pour moi, j'ai un problème avec. Moi, je me demande, l'opposition, c'est quelle orientation? On n'a pas de lecture. On veut bien. Si l'opposition venait au pouvoir, on peut s'attendre à quoi? Parce que chaque fois, nous amenons quelqu'un au pouvoir sans savoir vraiment sur quelle base. Non. Le moment est venu. Depuis 1960, le moment n'est pas encore venu. Et aujourd'hui, on voit encore diaboliser celui qui est là pour trouver qu'on va bien faire. Il me semble que l'émission là, c'est pas... Bon, bref. Donc, le problème principal à résoudre aujourd'hui, je n'ai pas dit qu'on ne peut pas tirer leçon de tout notre passé. D'accord. Et même du pouvoir de la rupture. Je n'ai pas dit que tous ceux qui ont mal fait là, ils peuvent revenir et on va mettre pour qu'ils fassent encore mal. Je n'ai pas dit ça. D'accord. Je n'ai pas dit ça. Mais j'ai dit, le problème essentiel à résoudre aujourd'hui, c'est le problème de la liberté, de la démocratie. C'est le problème de notre vivre ensemble. C'est ça qu'il faut
résoudre. Et ça passe par la sortie des détenus politiques, le retour des exilés politiques. Et que maintenant, nous puissions voir comment nous faisons des élections libres, équitables et transparentes. Que le peuple puisse faire son choix et que ce choix soit respecté. Chacun se présentera devant le peuple avec son orientation. Il y a des orientations que vous ne comprenez pas. Il y en a qui vous en met plein la vue et vous ne voyez rien d'autre derrière. Je sais ça. Et c'est ça que je viens. Vous êtes politique. Et c'est ça que je vous démontre que c'est une des politiques du pouvoir de la rupture de vous en mettre plein la vue et dès qu'un point de voile est soulevé, et c'est eux-mêmes qui soulèvent les coins de voile à cause de la propagande. C'est bon, hein, c'est si, mais c'est eux-mêmes qui soulèvent le coin de voile. Et quand c'est le coin de voile est soulevé, tu as horreur de ce qui se passe à l'intérieur. Tu as horreur de ce qui se passe derrière. Et c'est pour ça que j'ai donné ces exemples-là. Si vous voulez, il y a d'autres exemples, mais on ne va pas dire que ça. Par conséquent, le problème principal, c'est ça que le cadre, c'est. Tous les partis au sein du cadre ont leur projet de société, ont leur programme d'action. Nous avons ALD, nos projets de société. Si vous voulez, je peux vous envoyer en tant que journaliste. Bon, mais c'est comme ça. Mais le problème principal à résoudre, ce n'est pas, bon, peuple béninois, nous, on vous fait ci, on veut vous faire ça, on veut vous faire ça. Vous allez aux élections et c'est d'autres qui choisissent de dire si vous avez gagné ou pas. Ce n'est pas le peuple. Alors, par conséquent, c'est inutile. Vous trouvez que c'est inutile, non? C'est la politique de la rupture qui fait cette ambiance de non-compréhension dont vous parlez. C'est cette politique qu'il faut dégamer de la tête de notre pays. Pour voir clair. Monsieur Azata, vous y allez avec des mots quand même assez forts et je crois que si vous voulez que la démocratie triomphe, on ne va pas dégamer les choses, mais on va toujours trouver le moyen d'opérer les changements comme il se doit. Et vous, dans un cadre de concertation, vous travaillez forcément à ça, ce n'est pas la force. Si je veux changer quelque chose en bois là, qui est tordu comme ça, je le tords dans le sens inverse. Non, mais ça n'avait pas été fait. Sinon, personne ne te comprend. Ça n'avait pas été fait par le passé. Donc, je crois que vous avez dit que le Bénin... Ça a été fait même un peu trop. Tous ceux qui sont en prison, là, c'est pourquoi? Non, vous avez dit que le Bénin est un pays de consensus. Et là, nous cherchons le consensus. Le consensus il est où, là, maintenant, dans le pays, le consensus, là? C'est vous qui appréciez à votre manière, mais pourtant vous êtes dans un cadre... Vous trouvez qu'il y a un consensus là? Il y a un consensus sur tout, là. Vous avez créé un cadre, vous avez créé un cadre pour discuter avec les autres. Ça veut dire que c'est pas gâté encore. Non, c'est pas perdu, c'est pas complètement perdu. Donc, mais il faudra qu'on résolve. Monsieur Azata, moi j'ai quand même envie de vous demander, tout à l'heure vous avez dit le parti LD a un plan d'action. S'il arrivait éventuellement que l'opposition remportait les élections de 2026, allez-vous faire mieux que ce que l'on trouve aujourd'hui? Ce que nous allons impérativement faire, c'est ce que je vous ai dit là. D'abord, avant maintenant de mettre en œuvre nos actions qui seront conformes à notre orientation politique. Je vais vous donner Mais n'oubliez pas que le pouvoir change l'homme. Hein? Ah oui, le pouvoir change l'homme, c'est vrai, mais pourquoi est-ce que... C'est pour ça qu'il faut tirer leçon de toute notre histoire. Nous devons maintenant tous faire preuve d'humilité et comprendre que tout pouvoir que nous aurons sera éphémère. Et il faut que les pouvoirs de la rupture comprennent que tout ce qui se passe là, c'est dans le temps donné. Et ils vont passer. Ils peuvent être... Oui, l'homme n'est pas éternel. Oui, l'homme, c'est pas seulement l'homme qui n'est pas éternel. C'est Dieu seul qui est éternel. D'accord. Donc, tout finit par passer. Et ça là, ça fait longtemps que nous avons... C'est pour ça, c'est ça qui fait... Est-ce que c'est après que vous soyez passé dans l'opposition que vous avez pris conscience de ça? Ou Non, c'est depuis longtemps. On entend des mots très forts par le passé aussi. C'est depuis longtemps. Hein. D'accord. C'est depuis longtemps. D'accord. C'est depuis longtemps. Oui, il y a des mots très forts. Mais vous voyez, la ruse dont on parle aujourd'hui, là, ça n'a pas commencé aujourd'hui. Ça existait depuis longtemps. C'est depuis longtemps. Et c'est les mêmes qui étaient rusés, qui montaient les choses en épingle. Mais c'est que des Béninois.
c'est que je ne vais pas utiliser des termes pas bien pour qualifier le béninois sur ce plateau quand même, mais quand on parle du béninois, il est... Non, j'ai dit je ne voudrais pas. Je n'ai pas dit que c'est des burkinabés. Je suis d'accord. Donc, c'est pas des non, termes... il y a quand même beaucoup de termes ici qui sont utilisés quand nous-mêmes parlons nous-mêmes de béninois. Il y a des termes qui ne nous honorent pas forcément. Et je pense qu'on devrait beaucoup travailler à ce que dans le mental du béninois, tout soit conjugué au positif. Voilà, parce ça va conjuguer au positif. Il y a des béninois qui disent le positif à comprendre parce qu'ils en ont peur. Le positif, il est dans tous les sens. Le positif à comprendre, ce n'est pas que seulement politique. C'est que la ruse et la raille qui sont utilisées aujourd'hui, ce n'est pas aujourd'hui que c'est longtemps. C'est depuis longtemps. Et c'est les mêmes. Non, vous pouvez pas dire les mêmes. C'est les mêmes. L'histoire. Si vous voulez, je peux vous reprendre l'histoire, les mercredis rouges, machin, tout ce qu'ils ont. Monsieur Azatassou, nous n'allons pas ramener l'histoire du Bénin à 2012. Non. Je vous prie de parce que non, pas ramener ça à 2012 ou à 2016. Donc, je crois que si on veut parler de ruse au Bénin, on peut remonter vraiment en arrière dans l'histoire. Mais si nous voulons mettre ça dans caractéristique, non, c'est vous qui le dites, monsieur Adassa, c'est vous qui le dites. Je l'assume. Et c'est dommage que nous soyons déjà arrivés au thème de cette émission. L'émission a été un peu bruyante, un peu hachée parce que vous êtes quand même porteur d'un message. Nous voulons bien entendre ce message et vous l'avez porté et seulement, bon, vous êtes tellement confiant de ce que vous dites que vous y allez parfois de manière un peu trop forte et nous voulons construire le Bénin. Nous savons que vous pouvez construire le Bénin avec nous et vous êtes venu sur ce plateau pour exposer quand même le point de vue de votre coalition et de votre cadre qui pourra nous permettre d'avancer. Et ce que nous souhaiterons qu'on retienne de cette émission, c'est que tous les Béninois peuvent travailler pour le développement du Bénin. Que nous soyons de la mouvance ou de l'opposition, nous devons penser au Bénin. Et quand nous allons penser au Bénin, c'est sûr que nous allons faire des choses merveilleuses. Comme les écureuils se sont mis ensemble, le Bénin a été qualifié. Par le passé, les gens ne parlaient pas de la même voix. On a été éliminés dans des situations pas bien. Et donc aujourd'hui, le cadre est là. Vous avez dit que c'est la concertation et vous appelez même les gens de la mouvance à venir avec s'ils veulent. Et c'est le maître mot de cet entretien que moi je vais retenir, que les Béninois se prêtent à la concertation pour envisager un Bénin meilleur, pour que notre progéniture puisse vivre mieux que nous, dans un Bénin qui se développe dans le respect des lois et l'équité, dans le respect du bien public et dans le respect de la démocratie telle que nous l'aurons voulu nous-mêmes. Et je crois que dans le consensus, c'est mieux. Dans le consensus, ça pose parfois problème parce que si les règles sont faites, il vaut mieux qu'on s'y conforme. C'est quand les gens commencent à ne pas respecter les normes qu'on commence à chercher le consensus pour dire... Non, c'est pas vrai. Non, c'est pas vrai. Parce que... Ça, c'est pas vrai. C'est pas quand les hommes, les règles commencent à ne pas être respectées. Non. C'est quand il y a quelque chose à faire, l'apport de tous est important. Tout le monde apporte sa pierre, sa réflexion. Dans le respect des dispositions prises. Mais bien entendu, dans le respect des dispositions, donc, ça veut tout dire le monde a sa réflexion. Ça veut dire qu'on va on apporte et puis on trouve une médiane. Ce n'est pas une médiane qui ne respecte plus forcément les dispositions préalables. Non, on n'a pas dit ça. On n'a pas dit ça. Et pourquoi on déplace la médiane? Pourquoi on ne déplace pas la médiane? On trouve une médiane qui correspond aux différentes dispositions prises dans le consensus aussi. Vous comprenez? Parce que c'est ça le maître mot. Je suis d'accord avec vous. C'est ça le maître mot. Mais quand vous avez une majorité, comme on l'a eu après les élections de 2019, et que vous taillez des lois pour dire loi sur l'embauche, votre parti a été aux affaires, elle a fait des lois, d'autres sont là. Ils feront des lois aussi. Non, ce n'est pas notre parti qui a fait des lois. C'est pas vous avez été de la mouvance. Oui, mais ce n'est pas nous qui avons fait des lois. Non, mais en fait, les lois, c'est l'expression de la majorité au Parlement. Quand les textes viennent, c'est voté. Donc, en votre temps, des textes ont été votés pour diriger ce pays. Et aujourd'hui, on peut dire que la danse a changé. D'autres textes sont votés. Quand d'autres viendront, on doit voter des textes pour rectifier ce qui n'était pas correct. Parce que l'homme n'est pas parfait. Et notre souhait,
c'est qu'à chaque fois, nous puissions avoir des politiques qui puissent nous amener à avoir des tests qui nous ressemblent beaucoup plus, qui nous fassent beaucoup plus de bien. Je suis sûr que vous n'allez pas dire le contraire, M. Azak. Non, pas du tout. Et je constate que beaucoup de tests pris depuis 2019 ne nous ressemblent pas. Nous ne faisons pas ici, nous ne faisons pas le si vous m'avez invité, c'est pour avoir mon point de vue. Voilà, donc je l'exprime comme ça. Aujourd'hui, vous vous êtes mis dans un cadre pour essayer d'apporter votre pierre à l'édifice pour améliorer ce qui n'est pas forcément bien. C'est ce que moi je retiens de notre entretien de ce matin. Et je vais vous dire infiniment merci parce que vous êtes venu, vous êtes prêté au jeu. Vous avez défendu vos points de vue. Vous nous avez exposé un peu la vision de votre cadre pour la politique au Bénin. Oui. Et vous vous êtes un peu projeté dans l'avenir parce que vous espérez que les choses vont changer d'ici là et que le cadre va s'élargir et que beaucoup plus de Béninois vont s'entendre sur tout ce qui sera fait en 2026. Sur ce, je vous dis infiniment merci d'être venu. Merci beaucoup. Merci à toi, Nansrine, pour m'avoir accompagné tout au long de cet entretien. Je vais dire merci à nos amis téléspectateurs qui nous ont suivis, qui sont fidèles à nos programmes et qui ont été là jusqu'à la fin de cet entretien. Merci à tous les services techniques, Charbel, M. Romao, tous les autres qui nous ont conduits jusque-là ce matin. Je vous dis merci infiniment. Je vous souhaite un excellent mois de décembre parce que dans quelques jours, nous serons en décembre et je vous souhaite que du bonheur. Merci. À bientôt.